Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur la TV7, c'est l'heure de l'information. Installez-vous confortablement, les titres les voici. Pour le compte du deuxième trimestre de l'année 2023, les exportations togolaises ont connu une légère hausse. Cette performance concerne principalement les produits phosphorés. Cependant, un déficit commercial est à noter, on fait le point tout à l'heure. Nous parlerons ensuite santé, l'hémorragie post-partum, perte sanguine observée chez les femmes généralement après l'accouchement continue par faire des victimes. En résolution à ce problème de santé, une feuille de route 2023-2030 est proposée par l'Organisation mondiale de la santé. Nous ferons le point. Puis à l'international, en République démocratique du Congo, des centaines de femmes et de filles déplacées des violences qui sévissent dans l'est du pays sont confrontées à un autre problème, celui des violences sexuelles commises par les membres de groupes armés actifs dans la région. Vous le verrez. Et au Libéria, élection présidentielle, le président sortant George Weah et son principal opposant, Joseph Boakai, arrivé au coude à coude au premier tour avec respectivement 43,83% et 43,44% des voix. Ils devront s'affronter à nouveau lors d'un deuxième tour prévu sur le 14 novembre prochain. C'est tout pour les titres de ce soir. Nous passons aux détails tout de suite. Rebonsoir et bienvenue. Bilan succinct à l'entame de cette édition. Après une période de 5 ans, le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porte-paillage SP au Togo, axé sur l'entrepreneuriat agricole, est parvenu à son terme. Ce projet a réussi à réduire la pauvreté de 62,6% parmi ses bénéficiaires. Et cependant, quel autre bilan peut-on tirer de l'initiative? On voit les précisions sur le sujet avec ce reportage signé Claire Gagnon et Harold Messan-Atto. Le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs paillage SP, dédié à l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur agricole au Togo, a atteint son terme après 5 années. Ce projet est composé de 2 volets majeurs axés sur le développement des compétences entrepreneuriales et l'accès à un financement inclusif. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSEAD, ce projet a non seulement créé des emplois, augmenté les superficies cultivées, amélioré les rendements, amélioré les conditions de vie des nombreuses familles et petites entreprises, mais a également favorisé l'autonomisation des femmes en les aidant à gagner en liberté de mouvement, en prise de décision, en accès aux ressources et en contrôle des bénéfices. En termes de réduction de la pauvreté, le paillage SP a réussi à réduire l'indice de pauvreté chez les bénéficiaires de 62,6%. contre 67,7% chez les non-bénéficiaires. Les ménages dirigés par des femmes affichent un indice de pauvreté de 64,3%, tandis que pour les ménages dirigés par des hommes, il est de 63,2%. En ce qui concerne les conditions de vie, l'indice a connu une amélioration remarquable de 27,7% pour les bénéficiaires et de 10,8% pour les non-bénéficiaires entre 2017 et 2022. Grâce au soutien financier du gouvernement et de la BAD, le projet a bénéficié d'un investissement de 26 milliards de francs CFA. Ces ressources ont permis la formation de 1420 jeunes et l'accompagnement de 3178 groupements. Au vu de ce qui précède, le paillage a contribué à la réduction de la pauvreté et du chômage. On en parlait à l'entame de cette édition, le Togo a enregistré une légère augmentation de ses exportations au deuxième trimestre de l'année 2023, principalement dans les produits phosphorés, tandis que l'Inde se distingue comme l'un de ses principaux partenaires commerciaux. Cependant, le Togo fait face à un déficit commercial significatif de 237,39 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui explique cette situation? Élément de réponse avec ce reportage signé Harold Messan-Atto. Dans les dernières données fournies par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSEAD, le Togo a affiché une légère augmentation de ses exportations au cours du deuxième trimestre 2023. D'une valeur de 212,25 milliards de francs CFA, cette hausse de 0,2% par rapport au trimestre précédent équivaut à 292 316,5 tonnes de produits exportés. Les 10 principaux produits représentent à eux seuls 67,7% du total des exportations du pays. En tête de cette liste, on retrouve le phosphate et ses dérivés, notamment les phosphates naturels de calcium et les graisses phosphatées, totalisant une valeur de 50,33 milliards de francs CFA, soit 23,5% des exportations du Togo.
En deuxième position, les huiles de pétrole ou de minéraux bitumés ainsi que les préparations occupent une part de 18,5 milliards de francs CFA, suivis de près par les produits de beauté ou de maquillage préparés et les préparations à l'entretien ou aux soins de la peau, avec une valeur de 12,43 milliards de francs CFA. Sur une échelle annuelle, on enregistre une augmentation de 16,8% en valeur et de 26,8% en quantité. Parmi les principaux partenaires commerciaux du Togo, l'Inde se démarque avec des importations atteignant 35,27 milliards de francs CFA, soit 16,6% des exportations. Le Bénin, le Burkina Faso, la France et le Mali occupent également une place significative dans les exportations togolaises, avec des parts respectives de 8,9%, 8,6% et 7,5%. Malgré l'évolution positive de ces exportations, il est essentiel de souligner que les importations togolaises ont plus que doublé sur cette période, atteignant 449,64 milliards de francs CFA. Cela crée un déficit commercial de 237,39 milliards de francs CFA, soulignant ainsi l'importance de la balance commerciale pour le Togo. Tout autre sujet à présent au sein du système éducatif, d'innombrables efforts sont consentis par les autorités togolaises pour améliorer la qualité de l'enseignement, mais également renforcer son accès. Cependant, des défis persistent, surtout en ce qui concerne les normes traditionnelles, particulièrement dans les zones rurales. Constat fait par Jeannette Toyi à travers la voix de Nadège Arlidja. Ces dernières années, des avancées notables ont été accomplies pour élargir le champ de l'éducation, notamment avec la mise en place de l'enseignement primaire gratuit obligatoire qui a augmenté les taux d'inscription dans les écoles primaires. Des initiatives d'alphabétisation ont été lancées pour réduire le taux d'analphabétisme et améliorer les compétences de base en lecture et en écriture. De plus, des partenariats internationaux ont été conclus pour mobiliser des ressources supplémentaires et des expertises en vue d'améliorer l'accès à l'éducation. Si ce dernier s'est amélioré, la qualité de l'enseignement demeure une préoccupation. Des salles de classe surpeuplées, des ressources pédagogiques insuffisantes et des enseignants insuffisamment formés compromettent la capacité des élèves à acquérir des compétences essentielles. L'inégalité entre les sexes persiste dans le système éducatif avec des filles et des femmes rencontrant souvent des obstacles, en particulier dans les zones rurales. Les mariages précoces, les responsabilités domestiques et les préjugés culturels limitent leur accès à l'éducation. De plus, des disparités dans l'accès à l'éducation perdurent entre les zones urbaines et rurales. Les infrastructures éducatives et les enseignants qualifiés étant principalement concentrés dans les villes laissent les écoles rurales avec moins de ressources. Cela crée un fossé d'opportunités pour les élèves des zones rurales. Au vu de tout ceci, les actions destinées à renforcer l'accès à l'éducation doivent être transversales. Au-delà des multiples mesures consacrées au sein du système éducatif en particulier, les efforts doivent être également menés et renforcés pour limiter l'impact des normes et croyances traditionnelles néfastes ainsi que celui des stéréotypes pour l'accès à l'éducation pour la jeune fille togolaise. Et pendant ce temps, les efforts se poursuivent quant à ce qui concerne l'accès à l'eau potable, particulièrement dans la région du Grand Lomé. Dans ce sens, la troisième phase du projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural PASCO 3 a été récemment lancée. Les précisions autour de l'initiative avec ce reportage initié de Jessica Rallo à travers la voix d'Harold Messan-Atto. Dans le but de consolider l'accès à l'eau auprès de la population togolaise, plusieurs projets ont été instaurés, notamment le projet PASCO, une initiative lancée depuis février 2021. Après ses réalisations dans la phase 1 et 2, le projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural PASCO est maintenant à sa troisième phase. Il a été lancé le vendredi 20 octobre 2023 dans le canton de Tabou, dans la préfecture de l'Akiran, par le ministre en charge de l'eau et de l'hydraulique villageoise, Yark Danhan, et la directrice de l'Agence française de développement AFD au Togo. Ce dernier vise à garantir l'accès à l'eau potable de 200 000 personnes en milieu rural d'ici 2025. Il est prévu, dans le cadre du projet PASCO 3, la construction de 850 forages équipés de pompes à motricité humaine au profit de plus de 200 000 personnes en milieu rural. Pour cette construction, un financement à hauteur de 6,5 milliards de francs CFA a été accordé par l'Agence française de développement AFD. Le dit projet a déjà permis la réalisation de 444 forages et 100 autres supplémentaires sont en cours de construction. Pour rappel,
Le pays veut atteindre un taux de desserte national en eau potable de 85% d'ici 2025. Sujet touchant le numérique à présent, selon le dernier rapport Data Reportal 2023 sur les chiffres clés du digital au Togo, le pays ne compte que 3 millions d'internautes au début de l'année 2023. D'autres détails sur le rapport avec ce reportage de Bernard Quinvi. Le Togo poursuit sa dynamique d'extension et d'amélioration de la couverture Internet. Pour l'année 2023, Data Reportal a produit un rapport sur l'aperçu global du numérique au Togo. Dans ce rapport, il est indiqué que le pays compte 3,13 millions d'internautes au début de 2023. Sur les 3 millions d'internautes, l'on dénombre sur la même période 775 600 usagers des médias sociaux, soit 8,7% de la population totale. Les plateformes sociales les plus utilisées dans le pays sont Facebook avec 671 500 utilisateurs. LinkedIn enregistre 250 000 utilisateurs. 123 400 personnes sont sur Instagram et 73 100 utilisateurs sur X, l'ancien Twitter. Les autres réseaux sociaux utilisés par les Togolais sont YouTube, Reddit, Pinterest, Trumble et Contact. Tous ces réseaux sont utilisés par 1 118 000 Togolais. Par ailleurs, il ressort du rapport que Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, Firefox, Samsung Internet et Opera sont les principaux navigateurs web les plus utilisés au Togo. Et puis parlant d'agriculture, la semaine dernière a été officiellement lancée la campagne agricole 2023-2024 de commercialisation du soja au Togo. Pour le bon déroulement de cette nouvelle campagne, un certain nombre de mesures a été prise par les acteurs du secteur. On fait le point dans ce reportage de Nadège Arlija. La tradition a été respectée pour le compte de la campagne 2023-2024 de commercialisation du soja. La dite campagne, officiellement lancée la semaine dernière, vient donc de donner le ton au déroulement des différentes activités habituelles. Pour la réussite de celle-ci, des dispositions ont été prises. Au rang de ces dernières, l'on note le plafonnement du prix Borchamp qui est de 200 francs CFA et qui reste inchangeable chez n'importe quel producteur. Après, vient l'interdiction formelle d'être transformateur et exportateur à la fois, accompagné des sanctions à encourir en cas de manquement. En plus de cela, un moratoire d'un mois du 18 octobre au 17 novembre a été accordé aux acteurs pour pouvoir se conformer. Ces règlements pour précision sont renfermés dans l'accord interprofessionnel numéro 05/2023 signé par l'Association togolaise des transformateurs du soja, la Fédération nationale des coopératives productrices de soja et l'Association nationale des commerçants exportateurs de soja, elles toutes structures reconnues et formant le conseil interprofessionnel de la filière du soja, CIFS. Cependant, une chose est à noter. Après analyse, si l'on se réfère à la campagne de l'année dernière qui n'a vraiment pas été une réussite, cette nouvelle est remise en cause. Pourra-t-elle tenir cette campagne? Le terrain a-t-il été préparé en conséquence? Tout un tas d'inquiétudes par rapport auxquelles il faudra rassurer les acteurs. De l'agriculture, venons-en à la santé en vue d'améliorer les soins de santé maternelle et de poursuivre les efforts vers un monde où de plus en plus de femmes accouchent en toute sécurité et vivent ensuite en bonne santé. L'Organisation mondiale de la santé a proposé une feuille de route 2023-2030 avec un accent particulier sur l'hémorragie post-partum. Aussi triste que cela puisse être, toutes les 2 minutes, une femme meurt de causes liées à la grossesse ou l'accouchement, selon les récentes estimations publiées dans un rapport des organismes des Nations Unies. Depuis 2015, l'humanité n'a malheureusement pas connu de grands progrès dans la réduction de la mortalité maternelle, pourtant faisant partie des objectifs de développement durable. L'une des causes les plus courantes de ces décès reste l'hémorragie post-partum, HPP. Bien qu'évitable et traitable, il entraîne à lui seul environ 70 000 décès chaque année et est aussi responsable d'handicaps et de traumatismes psychologiques chez celles qui y survivent. Plus de 85% des décès liés à l'hémorragie post-partum surviennent en Afrique de l'Ouest, en Asie du Sud et l'on ne pourra les réduire qu'avec un suivi efficace fourni par des soignants de qualité.
Dans la perspective de lutter efficacement contre l'hémorragie postpartum, l'Organisation mondiale de la santé OMS propose une feuille de route 2023-2030 avec pour objectif d'aider les pays à agir sur les disparités en matière de taux de survie, conséquence de l'inégal accès aux soins essentiels. La feuille de route recommande de nouvelles orientations de plus vaste portée, prenant en compte la prévention, la détection et le traitement. L'on devra améliorer les conditions de soins, garantir la disponibilité du matériel essentiel, mais aussi des produits de soins. Et il faudra également poursuivre les activités de plaidoyer, de sensibilisation et de formation au niveau de chaque pays. Au Togo, si les initiatives entreprises en vue de rendre plus abordables les soins de santé maternelle ont favorisé des avancées, des améliorations sont encore nécessaires, surtout en matière d'accompagnement, de personnel, d'équipements adéquats et d'infrastructures sanitaires. À la page internationale, nous démarrons avec le Sénégal. Maître Ciré Clédor Ly, l'avocat de l'opposant politique Ousmane Sonko, a annoncé que son client était dans un état très critique et admis dans un service de réanimation. Ceci après être tombé dans le coma le 23 octobre dernier. On voit cela dans le reportage qui suit. Alors qu'il a repris sa grève de la faim il y a 8 jours, Ousmane Sonko va mal. L'opposant sénégalais est dans un état très faible, dans un service de réanimation d'un hôpital de Dakar, la capitale sénégalaise, a affirmé mercredi son avocat. Il est tombé dans le coma le 23 octobre et a repris connaissance le même jour. Maître Ciré Clédor Ly, qui dit avoir pu discuter avec son client mardi, a lancé un appel au président sénégalais qui, selon l'avocat, a les moyens pour mettre fin à la situation actuelle d'Ousmane Sonko. L'opposant âgé de 49 ans accuse le président Macky Sall de vouloir l'écarter du scrutin par des procédures judiciaires. Ousmane Sonko a été déclaré coupable le 1er juin de débauche des mineurs et condamné à 2 ans de prison ferme. Sa radiation sur les listes électorales a été annulée par la justice, mais la direction des affaires générales des élections refuse de lui délivrer les formulaires devant servir à recueillir les parrainages nécessaires à une candidature à la présidentielle. En Gambie, hier mardi, le procès sur l'affaire des 70 enfants décédés suite à la consommation d'un sirop contre la toux a repris au tribunal de grande instance de Banjul, marqué par l'absence de 3 accusés représentant l'État. La séance a été reportée sur le 7 novembre prochain. En Gambie, le procès sur l'affaire des 70 enfants morts en 2022 après avoir consommé un sirop contre la toux a repris mardi 24 octobre au tribunal de grande instance de Banjul. Alors que 20 familles endeuillées ont engagé des poursuites judiciaires, la séance a dû être ajournée au 7 novembre du fait de l'absence de 3 accusés représentant l'État. En ce qui concerne le gouvernement ou Atlantic Pharmaceuticals, je n'ai rien à dire à ce sujet. C'est pour cette raison que c'est une bonne chose de voir nos avocats nous défendre. Je suis contrarié parce que les personnes que nous attendions pour témoigner dans cette affaire ne sont pas parmi nous. Donc je n'ai pas grand-chose à dire jusqu'au 7 novembre. Peut-être qu'à ce moment-là, nous pourrons tirer les conclusions de cette affaire. Les familles poursuivent Maiden Pharmaceuticals et son distributeur local Atlantic Pharmaceuticals ainsi que l'agence de contrôle des médicaments qui aurait dû vérifier la qualité et la sécurité des sirops. Si vous êtes accusé de quelque chose que vous n'avez pas commis, vous devez être honnête et venir vous défendre. Mais si vous savez que vous êtes coupable et ne pouvez pas vous défendre, c'est ce qui est attendu de vous. Nous, les parents, nous tenons à nous assurer que nous avons suivi la procédure à la lettre. L'OMS a lancé un appel à une action immédiate pour éradiquer ces médicaments non conformes qui ont causé la mort de 300 enfants en Gambie, en Indonésie et en Ouzbékistan. Nous partons pour la République démocratique du Congo à présent, après avoir réussi à fuir les violences meurtrières et à se réfugier dans des camps de déplacés. Des centaines de femmes devront faire face à un autre problème, celui des violences sexuelles perpétrées par des groupes armés. Des témoignages dans le reportage qui suit. Dans ces camps vivent des déplacés des violences qui sévissent dans l'est de la RDC, dont des centaines de femmes et des filles exposées aux violences sexuelles
commises par des membres de 130 groupes armés actifs dans la région. Il est rentré dans la maison vers minuit. Il m'a pris la bouche et quand j'ai essayé de crier, il m'a dit que si je le faisais, il me tuerait. Quand il a fini, il m'a dit « Tu ne me connais pas, mais je te connais très bien. Si jamais tu parles de ça à quelqu'un, je reviendrai ici et je te tuerai. » Les femmes vivent donc dans la crainte d'un viol et veillent notamment sur leurs filles. Quand je suis ici dans le camp, j'ai peur de voir mes enfants sortir. Parfois, je refuse de les laisser sortir afin de les protéger des viols. Je les ai cachés quand j'ai été violée parce que j'avais peur. À Boulengo et dans d'autres sites de déplacés, 70 victimes d'agressions sexuelles en moyenne se rendent chaque jour dans les cliniques de Médecins sans frontières. Sont violées lorsqu'elles vont chercher du bois dans les champs. Parfois, ce sont des enfants de rue ou des soldats qui les violent. Nous sommes donc ici pour sensibiliser cette population, car une fois qu'une personne est victime de viol, elle peut se rendre facilement au centre de santé. Face aux violences sexuelles, les femmes n'ont qu'une seule arme, les déplacements en groupe. Elles n'ont pas grand-chose pour se protéger, mais elles ont l'impression que si elles vont en groupe, elles pensent qu'elles sont protégées. Mais ce qui se passe, c'est que même lorsqu'elles vont en groupe, elles ne vont pas toutes au même endroit. Parfois, lorsqu'elles arrivent dans la brousse, elles se dispersent parce qu'elles veulent obtenir, comme vous le savez, autant de bois de chauffage que possible. Puis, actualité politique au Libéria, le président sortant Josué et son principal opposant Joseph Boakai vont devoir s'affronter lors d'un second tour prévu sur le 14 novembre prochain. Aucun des deux candidats n'est arrivé à obtenir la majorité absolue au premier tour. Le deuxième tour de la présidentielle au Libéria opposera le 14 novembre le président sortant George Weah et son challenger Joseph Boakai. Arrivés au coude à coude au premier tour avec respectivement 43,83% et 43,44% des voix, selon les résultats finaux donnés mardi par la présidente de la commission électorale. Étant donné que les résultats du scrutin du 10 octobre montrent qu'aucun candidat à la présidence n'a obtenu plus de 50% des voix, un second tour est déclaré et aura lieu le mardi 14 novembre 2023 entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Le candidat à la présidence de la coalition pour le changement démocratique, dirigé par George Mané Weah, et le candidat à la présidence du Parti de l'Unité, dirigé par Joseph Nyuma Boakai. Ce duel qui s'annonce indécis entre les deux candidats est la revanche de l'élection de 2017 remportée par Weah, ancienne star du football. Les partisans de Joseph Boakai dénoncent quant à eux des irrégularités concernant la prise en compte de votes invalides et des problèmes d'identification d'électeurs au premier tour. Ainsi va le Togo, ainsi va l'Afrique. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles aux différents programmes de la 7. On se retrouve demain. Bonne suite de soirée chez vous et d'ici là, portez-vous bien.